Eh bien, eh bien, David, c'est C'est parti. l'heure. Ça y est, on est en direct. On est en direct. Eh Hmm. bien oui, vu le duo avec le duo, on n'a pas d'air pour le chanter, mais la joie est là. Ah oui, Toi aussi? ah oui, grande joie. Oui. Ouais. Hmm. Pour moi aussi, c'est la joie. Marie-Odile, David au micro pour un moment autour de l'actualité, une actualité telle qu'elle est vécue sur la Terre, mais regardez avec les yeux de l'esprit, regardez avec notre grille de lecture du monde, c'est-à-dire un monde qui existe parce que l'esprit le sous-tend, Hmm. parce que l'esprit le compose, parce que l'onde d'amour infini qui crée tout est omniprésente en nous. Et c'est avec cette joie de reconnaître l'esprit en moi, de reconnaître l'esprit en toi, de reconnaître l'esprit en vous, que nous commençons cette émission. C'est ça. Waouh, quelle belle introduction. Eh Ah, bien, génial. c'est super. Bah, je me réjouis d'être là avec vous, avec toi, Marie-Odile. C'est une belle soirée qui s'annonce. Ah ben, en Un tout début de cas, soirée, on en va tout cas. tout faire pour qu'elle soit belle. Hmm. Bonsoir Marie-Christine, Véronique, Isabelle, Roselyne, Afifa, Agnès, Fatih, Laurence, Adeline et Naouzad, le voyageur des pistes. Bonjour mon ami. Bonjour. C'est pas la première Bonjour. fois que tu viens, je crois. Non, Super. il était. Ouais. Mmh. Super. Alors au menu, qu'est-ce qu'on a mis au menu? Oh, il y a un gros menu, enfin un menu avec un chapeau dessus. Le chapeau, ça va être la loi du père, ça va être l'autorité à l'extérieur de nous, la soumission à l'autorité, euh, à travers notamment le mythe d'une planète récemment découverte en 2008 et qui est étudiée là, avec les astrologues. Mais ce ne sera pas de l'astrologie, mais le mythe attaché à cette planète, c'est Setna, donc la planète en question. Et il y a un mythe inuit attaché qui nous parle vraiment de l'autorité, de la soumission, de la loi du père. Et il sera notamment largement question de ça ce soir, Marie-Odile, avec des exemples, quelques exemples de l'actualité, mais ça fourmille, donc on va pas, on va pas non plus, il suffit d'ouvrir les journaux, hein, donc ce ne sera pas forcément une longue revue de l'actualité, mais en tout cas, le fond, c'est ça. Mmh. Mm. Et moi, de mon côté, je vais faire quelque chose qui pourrait s'apparenter à une posture scolaire, c'est-à-dire qu'on va parler un peu de vocabulaire. Moi, j'ai un petit partage de vocabulaire à faire, un petit partage aussi à faire sur l'objection de conscience, et puis un témoignage qui est issu de mon expérience de la journée, et puis une fable à raconter, une jolie fable à raconter que tout le monde connaît, mais que je me régale pas de réciter, mais de relire, parce que maintenant je l'ai oublié. C'est une fable de La Fontaine. Voilà. Qui nous fera visiter ce qu'est la dualité et donc la nécessité de construire un nouveau monde inspiré par l'esprit, inspiré par nos je suis. Je pense que là, on a de quoi faire. C'est ça. Et puis, bien sûr, moi, je vous invite à participer. C'est-à-dire que je vous invite par le chat à vous exprimer, à commenter, à poser des questions, à contester, à approuver, à être vous-même en réalité. C'est la seule chose qui compte en vrai. C'est ça. Ok. C'est parti. C'est parti. Okay. Je te laisse commencer. Allez, je commence. Oui, tu sais que moi, j'aime bien plutôt finir. Oui, Enfin, oui. pas finir, mais Oui, non ça, pas que j'achève. comment je vais commencer? Eh bien, donc je vais commencer par peut-être exprimer un peu le mythe qui va un petit peu porter et l'interrogation qui a sous-tendu voilà, le partage de ce mythe, c'est comment l'humanité, quelque part, elle choisit de se soumettre à des décisions qui sont toxiques pour elle, en fait. Et donc ça, ce mythe représente très bien on pourrait dire, ce qui est présent. Donc les mythes sont souvent présents on pourrait dire, c'est des grands archétypes qui nourrissent la non-conscience de l'humanité. Et le fait de se relier au mythe, on peut décortiquer, se désolidariser du mythe, on pourrait dire, en le transformant, en le digérant. Et de fait, il n'a pas besoin de se vivre dans nos actualités. Donc le mythe en question, c'est donc une jeune femme inuite du nom de Setna, qui vit avec son père. La mère est divorcée, enfin est décédée, pardon, et donc ils vivent tous les deux sur une petite île. Et puis
et puis un jour, je vais faire assez bref, en tout cas, c'est pour vraiment qu'on sente l'énergie du mythe. Un jour, Setna va se marier avec un pêcheur qui passe par là et que son père l'offre à ce pêcheur. Et donc, elle va vivre sur une autre île, un peu éloignée de là où elle vivait avec son père. Et ça va pas bien se passer avec son époux. Elle va être battue, traumatisée, enfin, etc. Et elle va avoir vraiment une dynamique de force sur elle qu'elle va vivre à partir de son conjoint violent. Et son père, dans la conscience, va entendre l'appel, la détresse de sa fille. Et donc, il va prendre sa barque et pour aller sauver et retirer sa fille des mains de son bourreau. Et puis, donc, c'est ce qu'il fait. Il retire sa fille des mains de son bourreau. Et puis, ils repartent en bateau. Et lors du chemin de retour, il y a une tempête. Et le père, pour sauver sa peau, parce qu'il sent qu'ils ne peuvent pas être à deux sur la barque, jette sa fille par-dessus bord. Et sa fille, ben non, mais elle ne comprend pas, elle s'accroche à la barque coûte que coûte. Et son père prend les pagaies et lui brise les doigts, lui casse les doigts, lui crève un œil. Et puis Setna va se retrouver au fond des océans. Et puis elle va plus tard dans le mythe, donc le père rentre chez lui. Et puis il vit tranquillement sur son île. Et quelques mois plus tard, il va avoir une grande tempête, il va être emporté. Et la tempête va être organisée par Setna qui, aujourd'hui, vit en tant que sirène, on pourrait dire, dans les fonds marins. Donc ça, c'est la structure un peu du mythe dans sa globalité. Et donc, voilà, la semaine dernière, tu as évoqué ce mythe qui était vraiment en correspondance avec justement notre actualité. Comment l'État se présente en sauveur, mais avec des produits toxiques qu'il propose en tout cas aux humains. Donc, pour ça, je m'appuie un petit peu sur les vaccins, la vaccination, puisque aujourd'hui, il y a tranquillement, il y a une espèce de sous couvert de libre consentement, petit à petit, on sent qu'il y a quand même une forte obligation vaccinale, ou en tout cas une forte imposition à se faire vacciner. Et il est aujourd'hui largement reconnu que ces vaccins ont d'abord peu d'antériorité et donc aucune visibilité. On sait ce qu'il y a dans les vaccins, et quand on regarde la liste des excipients présents dans les vaccins, eh bien c'est que des poisons. Donc toi, tu as, et je te rejoins là-dessus, tu as décidé de nommer les vaccins des poisons. Voilà. Pour qu'on ça va faire partie de ma leçon de vocabulaire. Exactement. Donc, j'en en dis pas plus. Mais j'ouvre un petit peu l'espace. Et donc, on sait que dans ces vaccins, il y a des excipients qui sont vraiment toxiques pour la santé. Et puis, l'autre aspect, c'est que ce n'est même plus des vaccins, c'est ce qu'on appelle des thérapies géniques qui ont thérapie étant déjà encore un grand mot. Un grand mot, oui, c'est ça. Parce que opération génique, on va dire. Opération. Oui, merci. Génique. Toi, tu veux faire la correction de. Ah oui, parce que je trouve que c'est tellement important. Le verbe, vraiment, moi j'ai envie qu'on parle du verbe ce soir, justement. Et comment, en fait, effectivement, on nous vend une vérité, or c'est un grand mensonge, et c'est vraiment détricoter tout ça. En tout cas, c'est un peu le propos de ce soir. Et donc, thérapie, tu as dit quoi Opération génique. Donc, c'est-à-dire des choses qui vont venir perturber notre noyau présent avec l'ADN. En tout cas, là, on rentre au cœur de la cellule avec aucune visibilité sur le long terme sur les actions. Et il y a déjà des chiffres où il est un peu difficile de sortir quelques chiffres. Donc, je ne vais pas rentrer dans de grands détails, mais sur les sites officiels de l'Union européenne, par exemple, ils appellent ça des événements. Il y a 18 000 événements post-vaccination, notamment du vaccin Pfizer, donc le fameux Pfizer vaccin qui n'est pas un vaccin, mais ARN. Et donc, il y a 18 000 événements. Événements, c'est qu'on n'appelle pas ça des événements, c'est des effets secondaires générés par la vaccination, donc plus ou moins forts. Et sur ces 18 000 événements, il y a quand même 2500 décès qui ont été, non pas, alors on ne va pas dire que c'est la cause des vaccins, mais suite à la vaccination, 2500 personnes sont mortes. Et j'ai été touché par exemple, des choses qu'on a pu voir dans la presse locale. En Bretagne, il y a une fameuse Camille Leroux qui a 108 ans,
s'est fait vacciner. Cette femme qui était encore relativement en bonne santé pour son grand âge, et 4 jours après, elle est décédée. Donc là, on va dire, elle est décédée des suites de sa vieillesse, par exemple. Donc ça, c'est dans l'article. Hein. Alors, ensuite, une autre dans la Saône-et-Loire, Marie-Claudine Fournier, 110 ans, suite à la vaccination, 4 jours après, décédée également. Et donc, voilà, c'est vraiment comment ces gens-là qui sont arrivés à un certain âge, qui n'ont plus rien, franchement, en tout cas, qui sont tranquilles de vivre leur fin de vie, et on va les stresser avec un vaccin qui, effectivement, crée, là, même si on ne dit pas que c'est la cause, le décès. Et donc là, effectivement, l'état sauveur arrive avec une solution miracle, et il se trouve que la personne meurt suite à la vaccination. Donc ça, c'est vraiment la traduction du mythe dans notre actualité, et des exemples comme ça, il y en a quand même beaucoup, énormément. Voilà. Peut-être que je vais faire une petite pause, et puis tu peux peut-être faire un petit point sur le vocabulaire. Oui, ça, ou... oui, parce que en effet, moi, le verbe est quelque chose d'important. La parole précise a pour moi une très grande importance depuis toujours. Je m'appelle Marie-Odile, sens O. Donc, je me suis donné comme obligation dans cette incarnation de dire le sens des choses. Et donc, pour dire le sens des choses, il faut employer le bon signe, le bon mot pour la désigner. Et donc, là, j'ai commencé à écrire tout à l'heure en disant « Appelons un chat, nommons les choses par le mot qui les désigne vraiment ». Et alors, j'ai commencé avec le masque. Et donc, moi, j'aime bien aussi aller regarder l'étymologie. On parle beaucoup de porter les masques. Alors, je me suis dit, c'est quoi un masque? Je suis allée voir dans différents sites les définitions. Alors, je ne vais pas vous barber avec toutes les définitions, mais quand même, j'ai noté quelque chose d'intéressant quand même. Objet, dans la définition du site CNRTL, objet recouvrant et représentant parfois tout ou partie du visage, qui est porté dans diverses occasions de la vie sociale, selon les peuples et les époques. Pièce d'étoffe recouvrant la totalité ou la partie supérieure du visage que l'on porte pour se dissimuler. Objet représentant un visage ou une gueule animale qui symbolise un affect, un comportement ou un rôle porté par les acteurs de théâtre dans diverses cultures. C'est quand même intéressant toute cette histoire de la dissimulation. Dans le site de l'internaute, autre site de définition de mots, visage artificiel que l'on se pose sur la figure pour se déguiser, ou bien préparation cosmétique que l'on s'applique sur le visage, donc pour se faire du bien à la peau. Dans Wikipédia, le masque destiné à dissimuler, représenter ou imiter un visage assure de nombreuses fonctions variables selon les lieux et les époques. Simple divertissement ou associé à un rite, œuvre d'art ou produit normalisé, il se retrouve sur tous les continents. Il est tantôt associé à des festivités, Halloween, Mardi Gras, tantôt à une fonction, chamanisme, relique funéraire. Il peut aussi représenter les animaux tels que le chat représentant dans certains pays l'indépendance. Donc, on voit bien que ce qui nous est demandé de porter n'a pas… Alors, bien sûr, il y a le masque chirurgical, hein, donc, mais il faut lui attribuer un adjectif pour qu'il devienne autre chose que ce que je viens de définir. Or, moi, j'ai décidé de changer de dénomination parce qu'en réalité, moi, je considère que ce qu'il m'est demandé de porter n'est pas un masque, mais un bâillon. C'est un bâillon, c'est-à-dire quelque chose qui est destiné à me bâillonner. Et donc, j'ai cherché, bien évidemment, les définitions du mot bâillon. Est-ce que, véritablement, je vais désigner cet objet devenu obligatoire dans plein d'endroits avec le bon mot? Et je crois que oui, puisqu'on me dit morceau de bois ou de fer, tampon d'étoffe, que quelqu'un introduit de force dans la bouche d'une personne, qu'il veut empêcher de parler ou de crier, morceau d'étoffe noué sur la bouche avec la même intention. Et là, je me dis, ça, c'est exactement la perception que j'ai de cet objet qu'on me demande de porter. Et au sens figuré du terme, toujours sur le site de CNRTL, il est question pour le bâillon d'un obstacle à la liberté d'expression. Et là, j'ai confirmé que le mot bâillon était encore le bon mot. Par analogie, nous dit-on, c'est un objet qui maintient la bouche ouverte ou fermée, qui en interdit l'usage de la bouche.
Et deuxième sens, petit panier adapté au nez d'un animal pour l'empêcher de mordre. Le synonyme étant la muselière. Et là, je me suis dit, mais absolument, c'est exactement cela qu'il nous est proposé de porter dans notre vie sociale, une muselière, un bâillon qui nous empêche l'usage de la parole, qui empêche au citoyen, à la personne, d'être l'être créateur par le verbe qu'il doit être. La parole est atténuée. Donc maintenant, désormais, si je porte un objet sur mon visage lorsque je vais faire mes courses, ça n'est pas un masque, mais un bâillon, et je suis consciente du fait que je me mets un bâillon lorsque je sors. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, effectivement, tout le mot bâillon, il n'y a pas 50 000 définitions. Hein. Et ça correspond d'autant plus, on peut très facilement aller à cette définition, parce que comme ce qui est incroyable, c'est que sur les boîtes de masques qu'on nous vend, il est bien indiqué que ça ne sert pas pour le Covid. Et donc, ça a bien une autre fonction. Et donc, on peut très bien naturellement aller sur cette autre fonction qui est l'invitation à ne pas s'exprimer. Exactement. Et parce que c'est écrit, en fait. Il n'y a pas besoin de chercher. C'est complètement incroyable comment on a vendu à la globalité des humains un masque qui n'est pas opérant pour la maladie qu'il devrait protéger, et jusqu'à en extérieur, qui est alors là le summum de l'ineptie. Voilà, et donc pour moi, c'est pas forcément grave pour moi de mettre le bâillon si je suis consciente de ce que je fais. C'est pour ça que j'ai décidé d'employer ce mot désormais, et donc je peux mettre le bâillon et intérieurement me maintenir dans ma souveraineté, sauf que je vais quand même tenter de limiter l'usage du bâillon, et je vais décider que, par exemple, effectivement, je peux accepter de mettre le bâillon lorsque je vais à Super U, parce que c'est pas là, le lieu de ma souveraineté, c'est pas Super U. La rue, par contre, je ne mettrai pas de bâillon, je ne mets pas de bâillon dans la rue, parce que dans la rue, je suis chez moi. Quand je vais chez Super U, je suis chez Super U. Quand je suis dans la rue, je suis dans un espace public et je suis chez moi comme toute autre personne et chez elle aussi. Ce n'est pas un chez moi qui est ma propriété, c'est un chez moi qui est partagé avec d'autres. C'est ce qu'on appelle, c'est le propre même du lieu public. Et dans un lieu que je partage avec d'autres, qui est donc chez moi tout en étant chez d'autres, eh bien, bâillonne-moi, dit Chepe. Non, je ne joue pas à ces jeux-là, figure-toi, Chepe Santa Cruz, oui. Et attention le coquin là. Mais ce qui m'a intéressé aussi, c'est de voir comment en fait le bâillon est imposé par une réglementation, mais qu'on me demande de le mettre moi-même. Justement, Chepe de Santa Cruz, là, si je te bâillonne, parce qu'on est dans un jeu, par exemple, hein, dans un jeu, je joue à Colin Maillard, par exemple, et effectivement, je me bande les yeux pour chercher la chandelle. Là, je sais pas, je vais à Venise, je porte un masque. Voilà, c'est ça. Mais parce que là, il y a une règle, il y a un consentement. Tandis que là, il y a quelque chose on me demande, comme on m'a demandé de signer moi-même l'autorisation pour sortir pendant le confinement, là, on me demande de mettre le bâillon. Et donc ça, c'est important de prendre conscience que quand je fais ce geste, eh bien, je peux ne pas abandonner ma souveraineté. Comment dire, eh bien, j'exerce mon jeu, comme tu aimes le dire, ma conscience, en connaissance de cause, en fait. Absolument. Et là, ça donne une autre tournure, parce que je reste lucide sur l'acte que je pose. Exactement. Et cet exercice de la lucidité, c'est pour moi 2021 et depuis le Covid, c'est vraiment de l'exercice du libre arbitre, de la conscience, et on y reviendra quand tu évoqueras notamment l'examen de conscience. Là, oui. Mais c'est tout à fait ça. Je te donne l'autorisation totale pour le bâillon et la laisse et le collier. Eh bien, les jeux sadomaso sont dans l'air, Chepe. Allez, c'est pas mon truc. Ah, j'ai un peu essayé, hein, mais c'est pas mon truc. Décidément, j'ai aussi décidé que c'était pas mon truc. C'est drôle parce que l'objectif de la soirée, c'était aussi travailler sur ce triangle soumission,
le soumis, donc, et puis aussi le bourreau, en fait. Voilà. Alors même là, si c'est sous forme choisie, c'est rigolo que tu te le manifestes. Et donc, en écrivant ça ce matin, là, tout à coup, m'est arrivée une perception de moi, et je vais vous lire ce que j'ai écrit parce que c'était très, très puissant en moi, et je vous propose de le partager avec vous. Petite fille, mon père me demandait de venir vers lui pour recevoir une raclée. Ce matin, en écrivant cela, j'ai recontacté dans mes cellules la terreur de l'autorité extérieure du plus fort, l'humiliation, mais j'ai aussi découvert derrière la colère qui en était née à l'âge de l'adolescence. J'ai tout remis à je suis pour transmuter ces émotions en courage, puissance et amour. J'ai senti ma Kundalini s'élever dans ma colonne vertébrale et inonder mes cerveaux. J'ai accueilli une averse de supramental et senti le retournement qui s'opérait et constaté que ma vision s'est élargie, que la paix est arrivée. Mes mains ont commencé à pulser. J'ai senti mon corps rempli d'énergie relié à l'onde de l'esprit, à la pure information je suis. Je me suis sentie inviolable. Mon intégrité ne peut pas être entamée. J'en suis la gardienne. Aujourd'hui, je sais qu'il m'appartient de me souvenir que je ne suis plus une enfant face à son père, mais une souveraine gardienne de ma dignité. Pour servir je suis, je dois dire non à toute autorité d'autrui sur moi. Aucun bâillon ne peut m'empêcher de m'exprimer. Partout où je me sens souveraine, j'honore je suis. Et j'avais envie de partager ça, ça m'a donné chaud ça, j'avais vraiment envie de partager ça parce que nous pouvons retourner ça, nous contenons cela en nous. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, subi l'autorité d'un plus fort que nous, parce que nous avons tous été des enfants, et forcément qu'à un moment dans notre vie, nous avons craint pour notre santé, nous avons craint d'avoir faim, nous avons craint d'avoir froid, et nous étions dépendants de quelqu'un de plus fort que nous. Et à partir de là, nous avons accepté parfois de subir de façon abusive cette autorité. Donc, on peut vraiment, comment dire, installer cette souveraineté en nous. Installer ça. Alors, l'autre correction de vocabulaire, parce que donc j'appelle désormais cette chose qui s'impose sur le visage, le bâillon, et je parle effectivement de cette chose aussi qu'on veut injecter dans le bras des humains, et qui sont prêts à faire la queue pour le recevoir. Voilà. Voilà. Dans mon bagage lexical désormais, ce que la science officielle appelle vaccin sera nommé poison. Un produit qui rend malade après son absorption est toxique et donc je le reconnais en tant que poison. Comme je ne suis pas suicidaire ou insensé, je refuse tout poison en moi. Et donc voilà. Là, à partir de là, j'ai fait toute une recherche sur l'objection de conscience, mais on va peut-être y revenir tout à l'heure. Je vais te laisser la parole, David. Qu'est-ce que tu dis de ça? Qu'est-ce que tu dis de tout ça? Toi, tu as envie de poison, toi? Ah, moi, j'ai pas envie de poison, non. Non. Qu'est-ce que je dis de tout ça? Eh bien, qu'est-ce que je dis de tout ça? En tout cas, moi, quand je suis arrivé aujourd'hui là, en préparatif de l'émission, donc tu m'as lu ton texte, j'ai été touché, puis ça a venu faire écho dans ma vie où j'ai pas forcément subi d'humiliation de la sorte dans mon histoire. J'ai essayé de sentir où est-ce que moi je pouvais encore me soumettre à l'autorité. Et la soumission à l'autorité, si je remonte à mon histoire, c'est vraiment faire plaisir à mes parents. Moi, il y a quelque chose comme ça. Et j'étais toujours séparé en deux parce que j'avais un côté rebelle dans la société où je me droguais ou des choses comme ça. Et puis,
dans le foyer familial, il y avait vraiment, il faut absolument que je corresponde à ce que souhaitent mes parents, l'image sociale, propre sur moi, bien élevée, bien gentille. Et ça a toujours été un conflit. Et je vois que j'ai pu vraiment avoir beaucoup de difficultés à sortir de ce balancier. Je suis soumis ou alors j'ai envie de claquer la porte et de faire la révolution. Et je vois que ce balancier, il me tiraille encore aujourd'hui, même si effectivement j'exerce mon jeu le plus que je peux pour me positionner, mais je vois que c'est encore un balancier qui vient de me toucher et m'interroger dans comment je peux renforcer cette posture. Et là, donc, ton texte est venu vraiment témoigner là-dessus. Et bon, voilà. C'est intéressant parce que ce soir, Michael fait un gros travail de modération là. Donc, oui, je vois ça, ouais. Voilà, et c'est intéressant parce que justement, l'autorité du père doit arrêter la rébellion des enfants. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Hein. Oui, Axel, je te reconnais, Axel. Voilà, tu peux t'exprimer et je te propose de respecter le registre dans lequel nous sommes. Mais tu es le bienvenu si tu as envie d'être en lien avec l'esprit que tu es. Mais si tu n'en as pas envie, eh ben, je te propose d'aller voir ailleurs. Tout simplement. Merci, Michael. C'est vraiment intéressant. Hein. Il y a quelque chose. Moi, ce matin, on parlait dans la communication de conscience à conscience avec Laetitia, on a évoqué le fait que j'étais poussée actuellement à moins travailler, à être moins dans l'action, et ça m'a évoqué cette obligation que mon père, toujours mon père, hein, parce que il a été quand même très très marquant dans ma vie, bien entendu. Fallait toujours travailler, fallait faire semblant de travailler quand il arrivait. Donc c'est toujours très compliqué pour moi d'être prise en flagrant délit de ne rien faire. Dimanche matin, j'ai dormi jusqu'à 10 heures, mais alors là, j'étais presque honteuse, coupable, c'était abominable, alors que j'avais absolument enfreint aucune règle en réalité. Et je vois, on parlait de ça tout à l'heure, et le mythe de Setna, c'est pour ça que j'avais envie que tu le racontes de nouveau, parce qu'en fait, c'est qu'est-ce que je projette sur le père? C'est ça, en fait, la vraie question. Qu'est-ce que je projette sur le père? Et parce que là, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de sortir de la structure parentale de la société. Et ce qu'on projette sur les parents, c'est vraiment la prise en charge pour retrouver ce que Philippe Bobola, que j'en écoutais hier dans son émission, le sentiment océanique, en fait. Et ce sentiment océanique perdu, puisque dans la croyance d'être coupé de la source, eh bien, on projette ça sur l'autorité à l'extérieur, les parents, que ce soit la société en tant que mère, on pourrait dire, ou le législateur en tant que père, en fait. Et donc, on espère tellement retrouver ce sentiment de complétude, peut-être vécu dans le ventre maternel, par le biais de l'État, par le biais de l'autorité à l'extérieur. Moi, j'appelle ça le paradis biologique. Exactement. C'est vraiment, parce que l'état du fœtus, c'est un paradis biologique. Et effectivement, on a tendance à le psychologiser, ce qu'il appelle le sentiment océanique, c'est ça. Moi, j'appelle ça le paradis biologique. Exactement. Et donc à le psychologiser et donc à le projeter sur l'extérieur. C'est ça, c'est ça. Et donc, moi, je sens que là, on est à cette époque très particulière où on a un saut de conscience à faire qui est vraiment de se sortir de la situation de l'enfant. Et d'ailleurs, le message de Marie, la conscience de la Terre, était très clair il y a quelques jours. Hein. C'est ça. Ne soyez plus des enfants, vous êtes mes partenaires, je suis votre amie, je ne suis plus votre mère, vous n'avez plus besoin de mère et vous n'avez plus besoin de père. Et vraiment, parce que tout statut d'enfant nous fait toucher aussitôt le statut de victime. Il y a un parallèle entre le statut d'enfant et le statut de victime parce que l'enfant, il est sous l'autorité de quelqu'un. Et l'autorité du sauveteur ou du bourreau, parce que c'est la même chose. Et c'est là, l'humanité a rendez-vous avec l'âge adulte, là, maintenant. Donc, c'est ça. Exactement. Et ne plus attendre de sauveur. Ah ben tiens, c'est le moment. Ah, du loup et... Voilà. J'avais envie, parce que ça m'est venu tout à l'heure, parce que je parle beaucoup de l'onde actuellement. Le mot qui m'est donné pour parler de l'esprit, c'est l'onde de l'esprit qui se déverse sur nous. Et à chaque fois que je dis le mot onde pure,
C'est parce qu'on bouge la table, David. Ah, En fait, c'est ça, oui. Il faut essayer de ne pas bouger la table. Parce que, tu vois, c'est ça qui fait du grabuge. C'est à peu près revenu. Ouais. À peu près. Ouais. Donc, à chaque fois que je dis onde, je pense à ce vers dans Le Loup et l'Agneau qui parle de l'onde pure. Et tout à coup, il m'est venu, là, juste avant de commencer l'émission, d'aller regarder les paroles de la fable Le Loup et l'Agneau. Et j'ai dit, j'allais me régaler de vous lire Le Loup et l'Agneau. Alors, en l'écoutant, en disant que voilà là l'illustration parfaite du monde qu'il nous faut quitter aujourd'hui. Ce monde-là, il est parfaitement décrit et c'est à ça aujourd'hui que il est bon de dire non pour construire le nouveau paradigme. Ni loup ni agneau. Mais je vous le lis. Allez, je me fais plaisir. Hein, je dois dire que là, je me fais plaisir. Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons démontrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survint à jeun qui cherchait aventure, et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage, dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répondit l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant, plus de 20 pas en dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu médis l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né, reprit l'agneau. Je tette encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Jean de La Fontaine, vous vous rendez compte? La description parfaite du monde de la dualité, du monde de la société paternaliste, où il y a un persécuteur et une victime qui essayent de se justifier, de s'innocenter, de faire valoir ses droits, mais timidement. Oh non, je suis un petit agneau, tout gentil, tout doux. Je ne peux pas troubler ton eau, petit loup gentil. Tu pourrais être gentil avec moi et m'épargner. Eh ben non. Ben non. Et donc, c'est l'heure de la conscience souveraine. Exactement. C'est fini le loup et l'agneau. Bravo, dit Bianca. Super, Bianca. T'as vu, j'adore ça. J'adore me donner un spectacle, en fait. Donc, oui, en fait, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est, bon, je vais te laisser continuer peut-être avec quelques éléments d'actualité supplémentaires ou quelques... Après dire, c'est drôle, aujourd'hui, j'ai eu du mal à sélectionner de l'actualité. Alors, je vais dire que peut-être que je me réserve autre chose, mais parce que bon, ces derniers jours, j'ai beaucoup suivi l'actualité. Hein, je continue effectivement à découvrir un petit peu les méthodes aujourd'hui des gouvernants qu'on commence un petit peu à repérer par exemple, pour vendre le vaccin, le manque du produit. Enfin, bon, voilà, mais je sens que c'était pas trop mon propos du soir, sans trop savoir ce que j'avais envie d'évoquer. Ça tombe bien parce que moi j'ai beaucoup cherché. Et toi, tu as beaucoup cherché, donc ça devait être, c'est ça la complémentarité. C'est ça. Et en tout cas, je pense que d'autres choses ont émergé, en tout cas peut-être de la soirée. Donc je vais continuer sur ce que je... Je vais voir ce que ça... Oui, c'est ça. Je vais continuer sur ce que je viens d'évoquer, là, de l'ancien monde et du nouveau monde. En fait, j'ai eu une grosse prise de conscience où j'ai écouté une conférence d'un type qui s'appelle Stéphane Laborde et qui a fait tout un travail sur la théorie de la monnaie libre, je crois. Ou en tout cas, bon, je n'ai pas tout compris ce qu'il dit, mais ce que j'ai compris, en fait, c'est que on pourrait tout à fait baser l'économie
l'usage de la monnaie, sur autre chose que sur la production de biens et de services, mais sur l'existence humaine. Donc remettre l'homme au centre de l'économie. Et ça, c'est un truc que je sais depuis longtemps, qu'il y a lieu de remettre l'homme au centre de l'économique. Et donc c'est vraiment intéressant. Et donc il dit, lui, en fait, la monnaie telle qu'elle est instaurée dans le monde aujourd'hui, ben, moi, je ne l'ai pas voulu, dit-il. Moi, ça, c'est un truc dont j'hérite parce que j'arrive sur la Terre à ce moment-là, mais ce n'est pas un truc qui me correspond. Donc, il n'y a pas de raison, finalement, que j'ai envie de continuer à fonctionner avec ça. Donc, rien ne m'empêche, en tant que créateur, d'inventer un autre système pour avoir des transactions avec mes semblables. Et donc, moi, tout à coup, ça m'a fait prendre conscience que moi aussi, je n'ai pas voulu la Révolution française. La Révolution française qui a voulu enlever la noblesse comme instance de décision de ce pays et qui l'a remplacée par la bourgeoisie, eh bien, j'en suis l'héritière aujourd'hui, mais ce n'est pas mon truc, moi. Moi, le gouvernement par ceux qui possèdent les biens, ça ne m'intéresse pas. Et la démocratie telle qu'elle est organisée, ça fait des années que je ne m'y retrouve pas et que moi, personnellement, j'ai choisi de ne plus voter depuis bien longtemps parce que je considère qu'aucun humain qui me fait part de son programme, eh ben, ne correspond à ma vision du monde. Parce que moi, ma vision du monde, elle est une vision spirituelle et que je ne vois pas dans les institutions le bon moyen pour me représenter. Alors, je ne fais pas de militantisme par rapport à ça, mais tout à coup, j'ai pris conscience que, en effet, le Covid est venu, le coronavirus est venu signer l'arrêt de mort d'un monde qui ne me correspond plus. Et donc, je n'ai pas construit la Ve République et donc je n'ai pas du tout envie de la rénover. Je n'ai pas du tout envie de rénover l'ancien monde, comme dit Guylaine Lanctot, de mettre de l'air climatisé en enfer. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, ce pourquoi je suis là, c'est pour construire un nouveau monde. Et donc ça, c'est quand même hyper important de dire, si je m'en vais manifester contre ce monde de la Révolution française, de la Ve République, de la démocratie telle qu'elle est, je le nourris, ça veut dire que je le reconnais. Mais non, j'ai mieux à faire. Je ne vais pas aller contester ça. Je vais tout de suite, je suis en train tout de suite de construire le nouveau monde, notamment en agissant par le verbe et par les voies de l'esprit. Et c'est ça, j'ai envie là de poser ça tout de suite à l'instant. Donc, nous pouvons là nous reconnaître en tant que constructeurs du nouveau monde. Bien sûr, on peut approuver les actions qui sont faites dans l'ancien monde avec les voies législatives, et je vais parler de l'objection de conscience tout à l'heure, donc c'est intéressant de se positionner. Mais surtout, moi, j'ai décidé de ne pas dépenser d'énergie à combattre l'ancien monde, parce que le combattre, c'est le nourrir. Et le loup qui nous gouverne aujourd'hui, qui me menace en permanence et qui m'accuse de tous les maux, ce loup-là sait très bien ce que je veux. C'est pas la peine d'aller le manifester pour lui dire. Ça lui fait plaisir que j'aille bêler devant lui comme un agneau pour lui dire que je veux être libre. Mais pas du tout, ça lui fait plaisir. Parce que plus je lui dis je veux être libre, plus lui il dit ben, je vais te manger, je vais te manger. Donc c'est pas comme ça que je vais y arriver. Comment je vais y arriver? Ben, c'est en me hissant dans la puissance de je suis et en nommant avec le verbe du créateur que je suis ce que je veux créer. Voilà. Et là, je propose, là, en cet instant, que nous nous reconnaissions constructeurs du nouveau monde et non pas rénovateurs du monde ancien. Constructeurs du nouveau monde, constructeurs du monde où l'esprit a sa place, constructeur du monde où l'amour est la loi, constructeur du monde où le supramental nous rend intelligents, augmente notre intelligence. Je ne veux pas être libre, dit Sandra, je suis déjà libre, absolument, c'est exactement ça. J'exerce ma liberté, là, tout de suite, maintenant. Je suis au-dessus du code civil, je suis dans la loi de l'esprit.
L'assemblée que vous formez en cet instant est de nature à vous donner des clés, des atouts, des possibilités que seul vous ne pouvez avoir. Lorsque vous êtes seul en unité avec votre je suis, certes, vous êtes grand, vous êtes puissant, mais dès lors que vous êtes rassemblés, vous créez pour vous-même, pour être ensuite à votre disposition, une puissance immense qui est là à votre service. C'est ce qui se produit en cet instant où, dans la conscience de vos je suis, vous êtes réunis. L'onde de l'esprit s'intensifie, l'onde de l'esprit qui émane de votre assemblée se répand sur vous, vous remplit, vous grandit, fait de vous des êtres souverains que nulle bactérie, virus ou poison ne peut altérer. Voici le temps de votre invulnérabilité, de votre immunité, de votre santé parfaite. Vous êtes à mi-chemin du carême, à mi-chemin de la résurrection. L'action est en cours dans le plus profond de votre chair pour que surgisse la lumière, que vos corps apparaissent dans leur splendeur, dans leur magnificence, dans leur puissance. Marianne, tout à fait d'accord, c'est en nourrissant ce que l'on souhaite que nous le créons dans la matière et non en donnant l'attention et donc notre énergie à ce que l'on ne souhaite pas. Oui, c'est vraiment une règle d'hygiène de base, en effet. Je sens la présence de Moïse très fort. Quelle puissance ce soir encore, je sens que vos propos me brassent fort. Cela vient toucher les peurs de l'enfant soumis en moi. Oui, alors Michael, justement, tiens, tu m'amènes à dire quelque chose. J'ai aussi en moi un reste d'enfant soumis et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a comme ça dans mon paysage intérieur des personnes sur lesquelles je projette encore des figures parentales. Il y a, c'est pas la peine de nommer les prénoms, mais j'ai deux personnes qui me servent encore de figure de rêve de parents idéal, en fait, de parents qui pourraient racheter cette mauvaise image de Jacques Sanson. Je voulais dire que, à propos de mon père, je lui rends grâce de m'avoir fait expérimenter ces humiliations successives. Parce que grâce à ça, j'ai pu faire ce retournement aujourd'hui. Et vraiment, je lui rends grâce d'avoir accepté ce mauvais rôle qu'il a finalement joué dans mon existence lorsqu'il était violent, lorsqu'il était autoritaire, arbitraire, etc. Parce que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui je peux retourner et m'emparer de ma souveraineté. C'est parce que j'ai été humiliée, ça fait partie du jeu de la dualité justement. C'est parce que j'ai été un agneau, puis une rebelle, puis après une chercheuse qu'aujourd'hui je peux aller dans ma souveraineté. Et donc j'ai encore à l'intérieur de moi,
puisque comme j'ai eu des parents qui avaient une image assez dégradée à l'intérieur de moi, j'ai cultivé à l'inverse des images parentales positives avec un espoir, en fait. Et j'ai souvent entendu Je suis me dire, attention, l'espoir est ton plus grand poison. Le rêve est mon plus grand poison. Et effectivement, il y a encore des personnes dont l'opinion sur moi a de l'importance. Et à chaque fois j'accorde de l'importance à l'opinion qu'une personne a de moi, c'est une figure parentale que j'essaye, à qui j'essaye de plaire. J'essaye encore d'avoir un repère extérieur qui me rassure. Et ce soir, avec vous, je décide de remettre à je suis toutes ces figures parentales qui planent encore à l'intérieur de moi et qui font que je me sens honteuse et coupable lorsque je me réveille un dimanche matin à 10 heures, alors que je n'ai pas loupé de rendez-vous et je n'ai pas manqué à mes obligations. Et donc là, si vous en avez envie et que vous avez vous aussi à l'intérieur de vous des restes de figures parentales qui pilotent vos décisions, eh bien, profitons-en pour ensemble les remettre à je suis. Ah, c'est vraiment important ça. Moi, je me saisis de ça. Oui, toi aussi, tu en as. Ah oui, oui. Bah, je crois que moi peut-être parce que mes parents sont toujours vivants, ou en tout cas, ça reste des figures extérieures parentales auxquelles je pense qu'il y a encore une part de moi peut avoir de l'espoir de correspondre à leurs attentes, à leur vision du monde, etc., ou à essayer de les convaincre d'une autre vision, en fait. Hein. Que ce soit pour garder le lien, soit me soumettre un peu à leur vision, ou dans un autre aspect, essayer de les convaincre. Mais non, mais il y a une autre façon de voir le monde. Et c'est vraiment ça que je dois, ce balancier-là, qui, même s'il est parfois faible, je vais dire, dans ma vie de tous les jours, est encore présent. Et que je souhaite remettre là, effectivement, pour laisser les manettes totales à je suis. Ouais. Oui, donc là, effectivement, je me reconnais souveraine, je me reconnais adulte et je suis moi-même l'autorité, je suis l'autorité suprême, je suis est l'autorité suprême. Donc je suis et moi, nous ne sommes qu'un, je suis l'autorité suprême. Donc ça, c'est quand même hyper important, hyper important. Et c'est ce que je te disais juste avant, c'était la planète Terre, elle est vraiment là pour l'exercice du libre arbitre, en fait, de dire je, et on se positionne. Et quelque part, là, les gouvernants du monde, là, qu'est-ce qu'ils souhaitent enlever à l'humanité? C'est son libre arbitre, sa capacité à dire je, à se positionner. Et le vaccin, c'est l'outil, on pourrait dire, diabolique par excellence d'inhibition ou d'inhibition du jeu. Et c'est vraiment ça, le rendez-vous, la Covid, c'est de choisir et de mobiliser son jeu. Et qu'on accepte ou non le vaccin, si on l'accepte, qu'on dise je prends ce produit toxique, mais reconnaissant que c'est un produit toxique, qu'on s'ingère. Justement. Mais exerçons notre jeu. Notre jeu. Et parce qu'en fait, c'est je qui est responsable devant je suis. C'est vraiment important de se souvenir de ça. Je est responsable devant je suis de tous mes choix. Et en me reconnaissant souveraine, je porte toute la responsabilité de mes choix, que ce soit des choix issus de ma soumission ou des choix issus de ma puissance. Mais ne jamais oublier que si je dis oui parce que je me soumets, je dis oui. Et je ne peux pas dire ah oui, mais c'est parce que je me suis soumis à l'autorité. Eh bien non, j'ai fait le choix. Voilà. Et même ne pas se positionner, c'est un choix. Et ça, c'est hyper important. J'ai fait le choix de ne pas me positionner. Exactement. J'ai fait le choix de ne pas prendre position. Eh bien, c'est OK. Et il n'y a pas de jugement porté dessus, mais c'est juste parce que lorsqu'on meurt, on sait ça, c'est un peu ça la pesée de l'âme, ou je ne sais pas. On est face à tous les choix qu'on a faits et qu'on a cru ne pas faire parfois, mais là, on se rend compte que, eh ben oui, on les a fait finalement. On a exercé notre... Et donc, c'est important de le faire de son vivant. En fait. Absolument, parce que c'est ça, devant je suis, au moment de la confrontation de l'expérience humaine avec ma réalité spirituelle, qui peut se faire tous les jours, c'est ce qu'on appelle l'examen de conscience, eh bien, effectivement, je
est responsable de tous les choix, de toutes les paroles que j'ai dites, de tous les actes que j'ai faits, de tous ceux que je n'ai pas faits, de tous les choix que je n'ai pas voulu faire. Et ça, c'est hyper important. Hyper Et c'est important. ça. Et c'est tellement par la parole, parce que lorsque je me relie à je suis, je vois, bon, tu l'as souvent dit, mais combien c'est puissant lorsque je nomme, je me relie à toi, je suis, je t'offre ma conscience. Et quand je le nomme verbalement, même quand je suis tout seul, mais tout de suite ça se fait. Et quand tu parles du bâillon, bah ça c'est vraiment là, tout est fait pour nier le verbe créateur et nier le jeu. Absolument. Et les deux, enfin, c'est l'initiation qui est proposée à l'humanité est juste formidable dans le décodage avec le Covid, là. Avec la Covid. Le Covid. Oui. Clotilde nous dit, j'observe de plus en plus les médias sur Internet que l'utilisation approximative des mots modifie subtilement le sens de l'information et ça passe inaperçu, mais c'est très grave. Alors là, Clotilde, mais alors là, 1000% d'accord avec toi. Parce que c'est pour ça que là, j'ai fait cette leçon de vocabulaire ce soir pour moi-même et pour nous, pour le mettre en partage. Parce que justement, on parle beaucoup du narratif. Aujourd'hui, le mot à la mode, c'est le narratif. Ben oui, le narratif, c'est-à-dire que c'est la narration donne forme aux choses, donne corps aux choses. Le verbe se fait chair. Au commencement, il y eut le verbe et le verbe s'est fait chair. Et donc, ce verbe-là, je dois en prendre la responsabilité. Et le narratif, c'est la peur en ce moment. Et je lisais encore ce matin 100 000 morts du Covid en Italie. Mais il n'y a rien derrière ce chiffre, en fait. Si on regarde l'article, il n'est pas décodé, on ne dit pas d'où ils sont morts de quoi, finalement, et depuis quand. Enfin, il n'y a aucune donnée, c'est juste de l'information. J'ai entendu une interview de, je crois que c'est Toubiana, son nom Oui, n'était pas dit oui, malheureusement. très intéressant. Sur le nombre de morts. Ah oui, sur le site, sur la chaîne YouTube Bas les masques, si vous avez l'occasion de le voir, Bas les masques, c'était vraiment très intéressant. Justement, malheureusement, alors je déplore aussi les personnes qui font des émissions sur YouTube ne mettent souvent pas ni la date, ni l'intervenant, ni qui interviewe. Alors, je trouve ça absolument lamentable parce qu'il faut citer les sources. Et là, je crois que c'était le professeur Toubiana, quand même, je l'ai reconnu, me semble-t-il. Ah oui, c'était lui. Et donc, il expliquait comment est calculé le nombre de morts. Et donc, il expliquait le flou artistique et comment il n'y a aucune pondération, les biais sont tous accumulés les uns après les autres. Ouais, complètement. Et par exemple, il disait, on sait qu'à peu près tous les 3 ans, il y a une cumulation qui fait qu'il y a des pics de décès. Il appelle ça les moissons, l'effet des moissons. Et c'est ça. Et là, on est en 2020, donc c'est-à-dire que 2019-2018, il y avait faiblement de mortalité au niveau des personnes âgées. Et puis 2020, on arrivait sur une année moisson. Et donc, il y a tout de suite un pic de mortalité. En fait. Ça. Mais ça se reproduit depuis 50 ans, en fait. Ce n'est pas propre à 2020. Laurence dit, je témoigne que j'ai dû passer à 50 ans par le clown au nez rouge d'improvisation pour oser m'exprimer sans devenir rouge comme une tomate et avoir envie de me mettre dans un trou de souris. Je comprends. Alors, le thème me donne très chaud, c'est très d'actualité chez moi, même si l'autorité est plutôt incarnée par la mère et non le père. Oui, mais ça, c'est au choix. Moi, j'ai les deux, parce qu'avec la morale, c'est Germaine, et avec l'autorité, c'est plutôt Jacques, mais bon, c'est du pareil au même. Donc, de toute façon, super. Oui, autorité liée avec la morale, on a la même en couleur, c'est maman catholique, là. C'est bien ça, tout ça. Ah là là, Sandra, merci Marie-Odile, car j'aime cette exactitude des mots et j'apprécie ta précision dans le vocabulaire. Oui, j'ai eu beaucoup d'ennuis avec ça, tu sais. C'est vraiment, souvent, on m'a fait des reproches d'être trop pointilleuse, que je coupais les cheveux en 4, mais je veux bien. Mercure Capricorne, on rigole pas avec les mots. Ah non, alors là, le mot, attention, les amis. Attention, c'est du sérieux. Voilà, et le verbe s'est fait chair. Exactement. Ouais. Chantal croyait que c'était à 20h. Et ben voilà, tu écouteras le début après avoir entendu la fin, Chantal. Super. Et donc voilà. Et ben donc, tu veux ajouter quelque chose, toi? Là, tout de suite, ça va. Ok. Donc moi, j'ai fait toute une recherche sur l'objection de conscience. D'abord, j'aime bien le mot objection de conscience. C'est beau. L'objection de conscience. Comment, autrefois, donc les gens de ma génération, les jeunes hommes qui ne voulaient pas faire leur service militaire, se positionnaient en tant qu'objecteurs de conscience. Ça veut dire qu'on objecte
donc l'obéissance, parce qu'on a une clause de conscience qui ne nous permet pas d'obéir à un ordre qui est donné. Alors donc, par rapport à l'injection de poison donc, qui est proposée aujourd'hui, est-ce que je peux faire valoir la clause de ma conscience? Et donc, j'ai un petit peu cherché. J'ai beaucoup cherché d'ailleurs sur Wikipédia, sur ce qu'on dit de l'objection de conscience. Et donc, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a l'objection de conscience et le droit de résistance à l'oppression. Et donc, en fait, l'objection de conscience, c'est le droit de désobéir à des lois considérées comme moralement injustes et inacceptables. Et donc, ça pose la question de la mise en pratique, bien sûr. Mais c'est un droit. C'est un droit qui est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui date de 1789, donc c'est ce moment de la Révolution. Les droits sont les droits qui sont à exercer, eh bien, c'est la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Résister à l'oppression est un droit, figurez-vous. Donc, au lieu de réclamer plus de liberté, exerçons notre droit. Exerçons notre droit donc de résister à l'oppression. Donc, je résiste au bâillonnement. Je résiste à cela. Et donc, la résistance à l'oppression se réfère expressément à la Déclaration de 1789. Celle-ci est réputée intégrée dans le bloc de la Constitution française. Le droit de résistance à l'oppression, évoqué avec concision par son article 2, subsiste ainsi dans notre ordre juridique avec une valeur de droit positif. Donc, Michael, tu as fait de l'objection de conscience. Je sais, super. Et je ne voulais pas toucher à une arme et participer à une activité que je ne cautionnais pas. J'étais fière de cela, absolument. Et d'ailleurs, en écho à ça, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs dépôts d'accusations, en tout cas, qui ont été déposés au Conseil d'État concernant le conseil scientifique. Et là, il y a une dernière, un collectif d'avocats qui viennent de mettre en tout cas en questionnement le côté autoritaire de ce conseil scientifique sans qu'il y ait, on ne sache à partir de quoi ils basent leurs décisions. C'est pas filmé, il n'y a pas d'information, pas de compte rendu, etc. Donc là, on est sorti complètement d'un cadre constitutionnel classique, en fait. Et donc là, il y a des actions en justice qui sont vraiment demandées, et je trouve que ça fait vraiment écho à cet droit à l'objection de conscience, de dire, mais attendez, là, la répression, stop, quoi. Enfin, en tout cas, il y a des limites qui sont... En tout cas, il y a des actions en justice qui sont proposées dans ce sens. Ah ben justement, pour parler de l'actualité, il faut savoir quand même qu'en France, aujourd'hui, il n'y a plus de Conseil des ministres. C'est quand même remarquable. Exactement. Il n'y a plus de Conseil des ministres, c'est maintenant le Conseil de guerre, là, le Conseil scientifique, qui remplace le Conseil des ministres. Alors là, ça peut quand même poser un problème. C'est-à-dire, bon, moi, je ne suis pas une grande juriste, mais en France, on parle de la séparation des pouvoirs. C'est trois grands pouvoirs, en fait. Le pouvoir exécutif, donc ça, c'est celui qui fait exécuter la loi. Le pouvoir législatif, c'est celui qui décide des lois. Et le pouvoir judiciaire, c'est celui qui fait en sorte que ce soit régulé, que tout ce qui est décidé par le législatif est conforme à la Constitution, et ce qui est appliqué par l'exécutif est conforme à la loi qui est édictée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Il y a trois grands pouvoirs de la fameuse Constitution de la Ve République. Okay. Mais il y a un quatrième pouvoir, et celui-là, il est très important, c'est le pouvoir des médias. Et le pouvoir des médias, c'est le pouvoir du verbe. Parce qu'effectivement, si le président de la République n'a pas une antenne de télévision pour relayer son discours, eh bien, moi, je ne sais pas ce qu'il va dire. Et personne ne saura ce qu'il va dire. Donc, il y a un quatrième pouvoir qui est, lui, non constitutionnel, mais qui est présent dans notre société. Et ce pouvoir-là, il est très contesté aujourd'hui par l'expression des gens par le biais d'Internet. C'est-à-dire que la télévision est en train de perdre, les médias sont en train de perdre un grand pouvoir. C'est d'ailleurs pourquoi ils sont aussi arrogants et agressifs, et pourquoi ils sont aussi calomniateurs, diffamateurs auprès de tout ce qui est expression alternative. Mais donc, le média est celui qui a le verbe.
Et ce verbe-là, eh bien, il nous appartient de nous en emparer, d'en être les porteurs nous aussi. Donc, disons les choses, nommons les choses, osons dire et objecter lorsque notre conscience nous invite à dire non à quelque chose qui est décidé de façon inique, de façon injuste. Il y a ce qu'on appelle l'état de nécessité, par exemple. Il y a, pour l'objection de conscience, il est question de l'état de nécessité qui est une notion juridique qui consiste à autoriser une action illégale pour empêcher la réalisation d'un dommage plus grave. Eh bien, l'injection de poison, par exemple, eh bien, moi, je vais argumenter que c'est un état de nécessité de lui dire non, parce que je ne peux pas accepter un poison, parce que ça va générer quelque chose de plus grave que la situation que je connais actuellement. C'est une notion ancienne, reconnue dans de nombreux pays. Elle se retrouve en droit pénal, mais aussi en droit privé, en principe en matière de responsabilité civile. Donc, rappelez-vous que dans l'objection de conscience, il y a l'état de nécessité, qui est une notion juridique qui consiste à autoriser une action illégale, comme désobéir à un ordre qui nous paraît inique, qui nous paraît immoral, par exemple. Ça fait partie des choses, notamment pour… Peut-être même irrationnel, parce que quand… Insensé. Insensé, par exemple, le journaliste questionnait l'avocate et elle s'appuyait notamment sur ce genre de propos. Le président du conseil scientifique, là, qui donc fait office de pouvoir en ce moment en France, eh bien, il y a 15 jours, imposait et disait alarmer quant à la nécessité absolue de confiner le pays. Et 15 jours après, dans un journal scientifique anglais, il retournait sa parole en disant que le confinement n'était pas du tout une bonne solution, n'apportait aucun bienfait. Et donc, le conseil quand même scientifique sur lequel sont basées les décisions en ce moment n'est pas du tout fiable, puisqu'il a deux paroles contradictoires, en fait. Et c'est cette irrationalité du pouvoir en ce moment-là. Voilà. Et donc, en droit français, il existe aussi quelque chose d'autre qui s'appelle la légitime défense. La légitime défense. Si je vois que quelqu'un veut m'attaquer avec du poison, j'ai le droit de me défendre. Donc, voilà, j'ai essayé de faire un petit peu de passer en revue les différentes expressions qu'on a à notre disposition au niveau juridique pour pouvoir augmenter notre souveraineté, en fait, hein, et donc ne pas subir ce qui nous paraît inadmissible. Et donc, en droit, j'ai lu un type qui s'appelle Gregor Pupink, qui est docteur en droit à Strasbourg, qui travaille plus ou moins pour l'Europe, là, et lui, il fait une distinction dans l'objection de conscience entre deux raisons, la raison religieuse et la raison morale. Parce qu'effectivement, pour des raisons religieuses, on peut parfois dire non à une consigne, hein. C'est par exemple les témoins de Jéhovah qui refusent la transfusion sanguine, bon, on leur fout la paix, hein. Donc on peut comme ça se référer à sa religion, qui est quand même un droit, le droit de religion, alors, et par extension de vision spirituelle des choses, pourrait permettre d'objecter à une consigne. Et donc, mais par contre, il précise bien qu'il faut faire la différence entre injuste et impie. Donc, parce que par exemple, manger du porc pour un musulman est impie, mais on ne peut pas arguer de ça pour refuser, enfin, ce n'est pas injuste du point de vue de la justice, par exemple, hein. Donc, et c'est la même chose, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est impie ou est-ce que c'est injuste d'un point de vue juridique? Donc là, c'est très tendancieux, en fait, le recours à l'argument religieux pour s'opposer à quelque chose. Par contre, la raison morale, là, elle est opposable à tous et elle peut être traitée en justice. Donc, ce n'est même pas la peine d'aller s'abriter derrière une vision religieuse, par exemple, parce que ce serait encore un papa qui viendrait nous protéger du méchant loup qui veut nous agresser. C'est la morale. Ma morale m'interdit de recevoir du poison parce que j'ai le devoir de préserver ma cathédrale. J'ai le devoir d'être la gardienne de mon temple. Et je ne peux pas, pour des raisons morales, accueillir du poison en mon sein. Vous vous rendez compte? C'est juste ça. Juste ça. Si ça, j'en suis sûre, alors
plus personne ne peut me violer. Plus personne ne peut me violer. Aujourd'hui, le pouvoir est très puissant. Les radios, c'est du matraquage. Ah, moi, oui, ça c'est sûr, Marianne, bien sûr. Même France Inter, moi j'étais une fan de France Inter, je peux le dire. Hein. Oh, et c'est inaudible aujourd'hui pour moi. Et le parti pris est juste incroyable. Ouais. Alors, bonsoir les amis, Catherine, donc je prends l'émission en cours. Je ne sais pas si vous avez parlé de cette info qui m'a choquée, l'appel du Dalai Lama à se faire empoisonner après l'avoir lui-même fait publiquement. Ah ben alors là, voilà, ça, ah ben je vais le mettre dans le même panier qu'Isabelle Padovani, hein, donc c'est pareil, ben allons-y, il y a le pape François. Oui, il y a le pape François. Voilà. Et, ben voilà. Et par contre, il y a une église byzantine qui s'est dit, qui s'est positionnée face à la position du pape et dit que c'était absolument pas en phase avec la parole, on pourrait dire, du Christ et de Jésus, sur laquelle voilà, il n'y a pas de sens à la vaccination. Ah oui, là, l'église byzantine, j'ai entendu aussi le discours Ils étaient sévères. Ouais. Ouais, oui. Mais Dalai Lama, c'est pareil, c'est des personnes où on pourrait attendre de ces gens-là qui se positionnent. Non, David, t'attends un papa encore. C'est ça. Et ben voilà, tu vois. Ça. Oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. Non. Toutes les institutions sont complices du loup. Toutes les institutions. Il n'y en a pas une. Il n'y en a pas une seule. Et c'est pourquoi, alors, je vais vous choquer. Et ben, je vais le faire exprès. Même la plus petite association constituée, elle est complice du système. Voilà, c'est dit. C'est dit. Même la plus petite association de loi 1901, ça y est, elle a mis le doigt dans l'engrenage. Ne croyons plus du tout à ce qui est institué. Rien. Même là, YouTube que j'utilise, je suis complice avec le système. Les voies de l'esprit, par contre, sont celles qui marchent. Là, je suis propre. Lorsque nous agissons par les voies de l'esprit, nous sommes propres. YouTube, je suis complice du système. Je le sais, je le reconnais. Mais je sais aussi qu'en même temps, pour l'instant, eh bien, nous nous formons à une autre manière de faire. Et les communications de conscience à conscience, dont tu es le chef de projet, David, eh bien, ça c'est du boulot. Ça, c'est du vrai boulot. Là, il n'y a aucune compromission. Aucune compromission. Donc là, attention, les amis. Oui, je suis radicale. David, Marie-Odile n'en rate pas une. Pas de papa. Oui, absolument. Absolument. Tout ce qui est structure, qui s'appuie sur la loi de l'ancien monde est compromise avec ce monde. Et si on a besoin de ça, on est foutu. Donc soyons dans notre souveraineté. Dans notre souveraineté. C'est vraiment hyper important. Le Dalai Lama s'est fait vacciner hier. Paix à son âme. Paix à son je suis. Compassion pour lui. Compassion. Alors, bonsoir dit Pascal. J'en apprends sur ce que je n'entends pas. Nous ignorions pas ce qui se passe, mais les gens sont tellement endoctrinés que je finis par m'occuper de moi. Oui, tout à fait. Le pape a donné la consigne de se vacciner, oui, le Dalai Lama, et voilà. Mais Isabelle Padovani est en train de devenir un gars. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Donc voilà, Envoyé spécial fait des émissions sur des enfants de 8 ans qui décident de changer de sexe. Écoutez, franchement, si c'est ça, mais c'est pas le monde que je construis, moi. Mais là, on a vraiment la manifestation du monde transhumanisme à l'œuvre, en fait. Et c'est vraiment à travers ces changements de sexualité versus l'androgyna spirituel, mais pareil, il a vécu sur une autre conscience. Sandra, vrai ou faux vaccin, on ne sait pas ce qu'il s'est fait injecter, mais il a été d'accord pour servir de verbe. Il a été d'accord pour servir de verbe, pour qu'on l'utilise, pour faire de la publicité, de la propagande. Et c'est ça le problème. Moi qui se mette n'importe quoi dans le cornet, moi je m'en fiche. Il peut prendre de la cocaïne, il peut prendre, je m'en fiche. Comme des artistes sont utilisés pour aussi sont utilisés? Non. Choisissent de. Merci. Oui, pour leur propre reconnaissance. Exactement, exactement. C'est exactement ça. Ils sont complices. Absolument. Donc, l'objection de conscience
En quoi est-elle un droit fondamental? Allez, je continue. Elle est un droit fondamental parce qu'elle est un devoir, dit Poupnik, là, Poupink. Il dit, elle est un droit fondamental parce qu'elle est un devoir. Et pour autant que la société veut bien accepter le devoir de toute personne d'obéir à sa conscience. C'est ça. Tant que la société dira, tu peux obéir à ta conscience, l'objection de conscience sera possible. La conscience, la capacité à reconnaître le bien et le juste est, avec l'âme, ce qui nous rend humains. Elle est le seul témoin de la justice et du bien. Nous n'avons pas d'autre instrument pour guider notre action. Ça, c'est ce que dit l'objection de conscience. Donc, allons-y, soyons les constructeurs du nouveau monde avec notre conscience qui sait discerner ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Et si vraiment, là, tout de suite, ce que je vous invite à faire, les amis, c'est à voir la pauvreté de ce qu'est l'intelligence artificielle au regard du supramental. En fait, tout ce que le transhumanisme veut apporter à l'humanité n'est qu'une copie palichonne vraiment de ce que le supramental nous donne. Alors, arrêtons de regarder les miettes qu'on laisse là et honorons les trésors que le supramental déverse sur nous. L'onde supramentale se déverse sur nous en permanence. Disons oui à l'onde supramentale et arrêtons de lorgner sur les petites voitures miniatures qui ne sont que des jouets qui sont destinés aux pauvres enfants de ce monde. Voilà. Ben, je suis remontée. Oui, à fond. Comme une pendule. C'est super. Mais dis-moi, j'ai une question. Ben, ça y est, j'ai dit ce que je voulais dire sur l'objection de conscience. Il y a quelque chose que je voulais te poser. En fait, est-ce que tu as remarqué, tu n'as pas manqué de remarquer ça, ce discours de Guterres, là, le gars de l'ONU, qui fait amende honorable. Alors, est-ce que tu peux nous redire, est-ce que tu te souviens à peu près de ce qu'il disait? En tout cas, il mettait en garde les États des pays. La population contre les États. Il mettait en garde la population, oui. Donc, oui, c'est ça. Il mettait en garde. Le pervers, là. Il mettait en garde la population sur l'État qui exercerait un pouvoir autoritaire, abusif. Et donc, il a un long discours là-dessus. Ouais. C'est-à-dire, il joue le rôle du grand juge, du grand méchant loup qui dit les États sont vraiment pas bien, sont vraiment pas bons. Il est à la fois le grand méchant loup, enfin, il dénonce le loup, mais il est le… Mais il est un petit peu le père de Setna. Eh ben c'est exactement ça. Et donc, il joue le père de Setna, c'est-à-dire qu'il veut sauver le pauvre peuple, mais lui, il a un autre projet derrière, à mon avis. C'est-à-dire de pouvoir être un petit peu le chef, en tout cas peut-être pas lui présentement, mais son institution étant, on pourrait dire, la structure qui devrait porter la fameuse gouvernance mondiale, tant… en tout cas, auquel aspirent les dirigeants économiques de ce monde. Voilà, et donc en fait, je trouve que le jeu est intéressant à regarder parce que c'est un jeu pervers. C'est-à-dire que là, tout à coup, l'ONU, qui est quand même le porteur du nouvel ordre mondial et de la gouvernance globale de la planète, se présente comme voulant nous défendre le bon peuple et dénonçant les États qui nous oppriment et qui nous bâillonnent. Et c'est magnifique parce qu'il y a un an, au mois d'avril, il disait que les États n'étaient pas bons non plus parce qu'ils n'imposaient pas des mesures suffisamment strictes pour se préserver de la pandémie. Et donc là, ils retournent leur veste et c'est vraiment étonnant ce retournement. Comme maintenant, non, les États sont allés trop loin. Alors qu'ils avaient commandé les États. Ils vous ont empêché de respirer, mes petits amis. Alors que initialement, c'était des mesures préconisées par l'ONU. Et petit à petit, ils ont détricoté ça. Et maintenant, ils disent non, le port du masque, c'est pas forcément essentiel. Le confinement, c'est pas forcément la meilleure solution. Et donc, il y a vraiment un retournement de veste. Et ça, c'est quand même extraordinaire. C'est ça. Extraordinaire. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant d'écouter notre ressenti, parce que d'écouter notre ressenti avec tous les discours qui sont faits, et surtout de savoir que, certes, je peux aller piocher des propos très intéressants chez plein de gens, et moi, j'arrête pas d'aller chercher des propos très intéressants. En ce moment, je me suis intéressée donc à la monnaie libre, là. C'est vraiment intéressant, mais je vais pas suivre ce mouvement. Je vais juste aller
prendre l'enseignement qui me convient et toujours garder mon libre arbitre. Ça ne veut pas dire que je les condamne, simplement la diversité dans ce monde fait que tu es unique, toi qui m'écoutes là, et je suis unique, et que donc je ne peux être créatrice qu'à partir de moi, et que donc c'est très important de garder sans cesse ma souveraineté, mon libre arbitre et ma créativité. Jeanne dit ONU ou OMS, donc c'était le président de l'ONU. Directeur de l'ONU. Oui, Guterres. Ouais. C'est Guterres, oui. Donc, en même temps, ces deux institutions-là. C'est mon cul ma chemise, tout ça. C'est bonnet blanc et blanc bonnet. Hein? Je me demandais pourquoi ils avaient changé d'avis. Je me disais qu'il y avait bien une raison. Merci pour ce regard. Ben oui, c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, regardez, bon, dans l'ingénierie sociale actuelle, l'incertitude, les changements d'opinion, Olivier Véran est vraiment magnifique de ce point de vue-là. Alors là, ah bah oui. Il est formidable. C'était très beau hier. J'ai écouté donc une conférence de Philippe Bobola, conférence qu'il a donnée à Genève, invité par Emma Cruzy, qui a une antenne YouTube également, Emma Cruzy. Et donc, il a conclu, dans la conclusion, ce n'était pas tout à fait sa conclusion, mais juste avant la conclusion, mais de toute façon, c'est très simple. Vous prenez les propos des gouvernants et vous les retournez. Parce qu'en fait, c'est du mensonge en permanence, mais qui est juste miroir parfait de la vérité qui est derrière. En fait. Ça. Et je trouve ça vraiment, aujourd'hui, on parlait du transhumanisme, comment l'expression du transhumanisme qui est vendue par les gouvernants de ce monde est le miroir parfait de la vision spirituelle. Exactement. Avec les capacités psychospirituelles, et donc c'est vraiment intéressant de tout retourner. C'est la traduction vrillée. Il faut faire en permanence cette gymnastique. Voilà. La gymnastique du vocabulaire, pour moi, elle est géniale aussi, celle que tu proposes là aujourd'hui, parce que tout ça c'est important. On reprend petit à petit notre souveraineté, notre jeu, en décelant la manière dont agissent les gouvernants. Alors, il y a quelque chose que j'ai, une prise de conscience aussi que j'ai envie de partager, c'est un petit peu hétéroclite comme ça, mais ça vient là ce soir et je l'ai noté là juste avant de commencer. Et donc, c'était à propos de la prise de décision. Parce que moi, la première, je suis parfois très hésitante à prendre des décisions parce que des fois, je dis, je ne suis pas prête. Je donne un exemple très, très concret. Là, j'ai décidé de faire carême, et donc pendant ce carême, je fais le choix de me nourrir d'esprit et de compléter ma nourriture par l'esprit d'un peu de nourriture liquide, donc du bouillon de légumes et du jus de légumes ou du jus de fruits éventuellement, mais de façon très, très faible. Et j'ai mis je ne sais combien de temps avant de me décider à revenir à l'alimentation spirituelle parce que je ne me sentais pas prête. Et le prétexte du carême a été suffisant pour que je prenne ma décision. Et bien, figurez-vous d'un truc. Je me rends compte que si j'avais attendu d'être prête pour prendre ma décision, je serais encore en train de me bagarrer avec moi-même pour prendre ma décision et je souffrirais de la négociation intérieure éternelle qui ne s'arrête jamais entre ma condition humaine et mon aspiration spirituelle. Or, je me rends compte qu'en me nourrissant de cette manière, c'est extrêmement facile, je le vis bien, je ne souffre pas et je suis pleine de vitalité, comme vous pouvez le voir, pleine d'optimisme, pleine d'énergie, pleine de confiance et qu'au fond, c'est parce que j'ai pris ma décision que ça devient facile, parce que si j'attends d'être prête pour prendre ma décision, ça ne vient jamais. Parce que mon diable intérieur et puis mon formatage humain me fait croire que je ne suis pas prête. Et j'ai fait un petit peu le tour des grandes décisions de ma vie. Une des premières grandes décisions de ma vie, c'est la décision de divorcer, de quitter l'homme avec lequel je m'étais mariée en épousant le mari idéal de ma mère. Donc, évidemment que ça ne pouvait pas marcher, cette affaire. Mais c'est bien sûr, je suis à parfaitement orchestré les choses. Ce mariage m'a apporté tout à fait ce qu'il fallait. Mais j'étais dans un tabou, il est interdit de divorcer. Et dans la famille, ma famille paternelle et maternelle, j'ai été la première des deux lignées à décider d'un divorce. Eh bien, ça, si j'avais attendu d'être prête, ça a duré 5 ans la négociation intérieure, 5 ans avant que je puisse oser le faire. Eh bien, c'est pareil, un jour, j'ai décidé et je me suis rendu compte que c'était faisable. Tant que je n'avais pas décidé, c'était infaisable. Deuxième grande décision, démissionner de la NPE. Fonctionnaire, enfin pas fonctionnaire, mais tout comme, donc agent de la fonction publique.
Sécurité à vie, jusqu'à la retraite. Le plan de, eh ben, pareil, impossible à faire. Eh ben, un jour, il y a eu un gros conflit, et là, c'était soit j'allais crever, soit je démissionnais. Eh bien, là aussi, je n'étais pas prête pour prendre ma décision. J'avais peur de manquer d'argent, j'avais peur de manquer de sécurité. Eh bien, là aussi, un événement a fait que j'ai pris ma décision, et finalement, ben, j'étais prête. J'étais prête et je ne le savais pas. 2009, mon je suis me demande d'abandonner la rémunération en contrepartie des prestations spirituelles que je fais. Eh bien là, je me dis, oui, c'est impossible. Finalement, ça crée un choc et tout à coup, ben, je me rends compte, je ne sais pas quel jour, un jour, je me rends compte que c'est possible. Et là, je prends ma décision. Donc, ça veut dire, mais je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête. Eh bien là, aujourd'hui, c'est pareil. Je ne rénove pas l'ancien monde. Je ne suis pas prête à me passer de l'ancien monde. Eh bien, peut-être, mais moi, je décide de construire le nouveau monde. Voilà. Et là, en décidant de construire le nouveau monde ce soir, en me passant de toute figure parentale, eh bien, je suis prête. C'est parce que je le décide que je suis prête, et c'est pas parce que je suis prête que je peux décider. Exactement. Attention les amis, on remet l'équation dans le bon ordre. Des choses un peu de cet ordre aussi. Des grands moments de décision comme ça. Ben voilà, alors je vais lire. Ça y est, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Super. Je vais lire quelques... Alors, est-ce que j'ai déjà vu le film Quatre garçons pleins d'avenir? Pas du tout. Eric, la raison, c'est pour que l'on ne puisse pas se positionner. Ben exactement, exactement. Et c'est ça. La rationalité nous empêche vraiment de nous positionner. Jeanne, nous écoutons les mêmes choses. David, on se régale avec Emma Cruzy et ses invités. Absolument, la plupart du temps. Pas toujours en ce qui me concerne, donc je garde mon discernement, mais c'est une source d'information et de nourriture de mon je tout à fait intéressante pour moi. Marie-Hélène, oui, miroir parfois à l'envers, tout à fait. Alors, NV, non, ça ne marche pas ta proposition. Laurence, oh, que ça me parle, ton témoignage sur les décisions, j'ai besoin d'entendre ça. Oui, ce n'est pas parce que je suis prête que je peux prendre une décision, c'est parce que je prends la décision que je me rends compte que je suis prête. Ça, c'est un axiome dont il faudrait se souvenir, en effet. Que de similarités et d'échos entre nos parcours, Marie-Odile. Merci de ton témoignage puissant pour moi. Merci Cécile, il faudra qu'on cause un jour de tout ça. Geneviève, c'est pour cette raison que je ne les écoute pas tous ces hommes de pouvoir destructeurs. Les mensonges sont à la fête. J'ai fait le choix d'écouter mes ressentis depuis que le début de ce cirque. Et oui, Geneviève, moi j'écoute aussi les infos parce que j'ai besoin, quel est le besoin? De savoir dans quel océan je nage. Voilà, j'ai besoin de savoir dans quel océan je nage. Marianne, oui, c'est l'engagement qui produit le changement. C'est ce que j'expérimente actuellement au niveau professionnel. Merci Marianne, c'est ça. C'est ça. Et c'est l'implication, c'est l'implication qui crée la motivation aussi. Voilà. J'étais assez preneuse de parole ce soir, et toi discret, je trouve, David. Oui, plutôt discret ce soir. Ben écoute, qu'est-ce que... Est-ce que ça te va ou est-ce que... Ah oui, non, ça me va, puisque je n'avais pas finalement tant d'actualité à partager, enfin en tout cas à amener, à apporter. Et donc ça me va. Moi, j'ai trouvé très intéressant les paroles. Là, donc, j'ai participé en étant présent à ce qui était là, et c'est ma participation peut-être aujourd'hui plus et par rapport aux décisions, je crois que j'ai une décision à prendre en ce moment, mais je n'ai pas tout à fait identifié la nature de la décision. Et je crois que c'est peut-être un peu ce qui me cherche en ce moment, dans peut-être moins de lucidité, ou je ne sais pas trop, mais en tout cas, je sens que je suis à l'aube d'un acte à poser, d'une décision à prendre. Et d'un... Ouais. Je voudrais, oui, peut-être ça va éclairer ce que tu viens de dire, David, parce que voilà, là on se dit voilà le printemps qui arrive, on est au mois de mars, le printemps c'est dans une semaine, et il y a du soleil dehors, et moi je ressens que le printemps n'est pas encore tout à fait arrivé, que dehors il y a l'apparence du printemps, en tout cas dans la région où nous habitons, il y a l'apparence du printemps, mais en réalité
la graine est encore sous terre, elle n'a pas encore complètement germé. Et c'est ça dont il est question là. C'est-à-dire qu'il faut laisser à l'hiver le temps de finir son œuvre. Et l'équinoxe de printemps, c'est dans 15 jours. À peu près. Oui, c'est 15 jours, à peine. 10 jours. 10 jours. Hein. Et donc, ces 10 jours-là qui nous séparent de l'équinoxe, moi, j'ai envie qu'on les savoure, qu'on les nourrisse, parce que c'est encore les forces de l'hiver qui sont là, les forces de germination sont à l'œuvre, mais le germe n'apparaît pas encore. On voit bien quelques fleurs, là j'ai vu le pêcher tout à l'heure, il y a un petit bouton rose, mais c'est pas encore là tout à fait. Et donc, c'est vraiment intéressant d'admettre que n'allons pas plus vite que la musique, et peut-être ta décision à toi, elle va venir avec Pâques. Parce que la Pâques, c'est la résurrection. C'est le dimanche qui suit la pleine lune, qui suit l'équinoxe de printemps. C'est vraiment, c'est là. Bien sûr, il y a l'entrée dans le bélier, qui marque le début de la nouvelle année, mais la résurrection elle-même, c'est le jour de Pâques. Et on est à 20 jours de Pâques. On est à mi-carême. Demain, c'est la mi-carême. C'est-à-dire ce moment-là où on a fait la première partie du parcours et voilà que la deuxième partie arrive. C'est-à-dire qu'on a vraiment accueilli les forces de l'hiver, là, totalement. Et là, maintenant, on va accompagner les forces de germination. Et le petit germe, là, va sortir le jour de Pâques. C'est ça. Et ça correspond magnifiquement aussi à la fin de l'année astrologique, puisqu'on est dans le mois Poisson, le dernier mois de l'année, qui est aussi un moment de bilan, de synthèse et d'inspiration pour le prochain cycle qui s'en vient. Et donc, ça, c'est vraiment en écho. Voilà, les amis, on va lire avec plaisir une parole de l'ange quand même, de Jacques et Maryse. Allez, l'ange dit « Seul l'homme a la parole à sa place, vous parlez. Elle est sacrément le pont entre la matière et l'esprit. Le verbe ne joue pas avec elle, ne pervertit pas, car le faux s'écoule vers le bas. » Absolument. Et le verbe, pour moi, il est parfaitement adapté. Je ne suis pas d'avis que c'est le langage qui pose problème. C'est notre conscience qui fait défaut quand nous ne trouvons pas le mot, parce que le verbe se pose dès lors que ma conscience est claire. Voilà, ça c'est pour moi une règle très importante. Merci à tous, merci, et puis à très bientôt. Ouais, c'était super. Merci Marie-Odile aussi, c'était ravi de tous tes apports ce soir, c'était très nourrissant. Merci les amis, c'était génial qu'on soit ensemble et qu'on ait créé cette magnifique onde d'esprit et qui se traduit en supramental pour que nous ayons notre intelligence au taquet. Si vous avez aimé, mettez des pouces. Mettez des pouces, mettez des commentaires aussi et transmettez. Moi, je trouvais que c'était assez ordinaire ce qu'on disait, mais c'était génial. Voilà. Allez. Bye bye. Bye les amis. À demain 19h pour ceux qui sont là. C'est ça.